Les Lakers ne sont plus qu'à 2 victoires du titre de champion NBA. Victoire tout à fait logique cette nuit des Lakers face au Miami Heat qui était privé de Bam Adebayo, de Goran Dragic, mais qui a quand même tenté de défendre sa peau, mon cher Erwan. On a assisté à un match déjà plus serré que le premier. Ouais, paradoxalement, alors que le Heat était quand même, tu l'as dit, amputé de deux joueurs majeurs, Dragic et Adebayo. On a vu un Heat se battre tactiquement déjà avec cette zone vraiment où très tôt qui est arrivé dans le match jusqu'au bout. Et puis voilà, ils se sont battus avec leurs armes et ils ont manqué un petit peu de jus. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on va y revenir, qu'ils n'y ont jamais vraiment cru à cette victoire-là. Absolument, on va en parler dans le dernier quart-temps. Ils ont eu plusieurs occasions de repasser sous les 10 points. Pourquoi pas faire un rapproché vis-à-vis des Lakers et jamais ils n'ont été en mesure. On est en direct, il est 5h40 pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous savez que nous sommes en direct sur Twitch et qu'il y a une mouche qui vient m'embêter. On est en direct sur Twitch avant les matchs, à minuit, et après les matchs, directement après le buzzer, tout simplement. Donc là, on prend vos commentaires en direct. Le chat est toujours très présent, très fort, et on prendra vos commentaires comme toujours, en direct. Mais on va débriefer donc ce match-là. On a un peu commencé d'un point de vue un peu global. Ce qui était intéressant de savoir au début du match, c'était qui allait remplacer à la fois Goran Dragic, et c'est donc Tyler Herro qu'on voit sur la photo qui était dans le 5 majeur, et qui est-ce qui allait remplacer Bam Adebayo? Eh bien, c'était Meyers Leonard, petite surprise, qui a débuté dans cette finale NBA. Donc voilà les deux petites infos qu'on pouvait apercevoir au tout début du match. Ouais, on se demandait qui de Olynyk ou de Leonard allait commencer. C'est Leonard qui a commencé, mais c'est clairement Kelly Olynyk qui a pris les minutes de Bam Adebayo. Ça, c'est clair. On a vu un Kelly Olynyk qui a joué énormément dans ce match. Meyers Leonard, comme Dwight Howard, joué les 5-6 premières minutes de chaque carton, enfin, chaque début de mi-temps. Et ensuite, Kelly Olynyk a joué l'essentiel du match avec un rôle très important pour Miami. On va y revenir. Tyler Herro aussi était dans le 5 majeur. On voit les stats quand même de Kelly Olynyk. C'est des finales NBA, le gars sera en 24-9. C'est des stats très très sérieuses. Il a été très présent dans l'organisation du Heat. On va en parler. Bon choix, pas bon choix. Parfois, on a été étonné des séquences et des enchaînements des tirs de Kelly Olynyk. Mais on va sur le début du match. Ce qui est un peu étonnant, c'est que dès les premières minutes, on se rend compte qu'en fait, les Lakers vont dominer tout ce match-là. On n'a jamais l'impression que le Heat est en mesure de gagner. C'est ça, j'ai pas senti une grinta, une espèce de sensation de se dire on va tenter un coup, on va essayer de faire quelque chose. Ils ont subi très tôt, ils ont mené, je pense que sur les 3-4 possessions, ils ont mené jusqu'à 8-6, et puis après, boum, ils ont pris un premier éclat, et on a vu que dès qu'ils perdaient des ballons, dès qu'il y avait des contres aussi, Dwight Howard qui fait une super entame, derrière le jeu des Lakers s'est vite installé, et là tout de suite les Lakers ont pris les commandes, sans jamais faire un écart énorme, mais par contre... Ils font plus 18 ans. Ouais, mais on revient très vite après à du 14, 12, 10, mais voilà, donc il n'y a jamais d'éclat vraiment rédhibitoire, on se dit toujours que Miami reste dans le match, mais finalement... si près, si loin, on a eu cette sensation. Très tôt, on a senti les Lakers jouer à leur propre rythme et puis surtout imposer cette défense qui est vraiment, moi qui m'impressionne vraiment dans la dureté, Alors oui, il y a ces grands, les Anthony Davis, les Dwight Howard en début de match, qui assurent le rebond, qui sont dans la dissuasion, qui contrent même, mais les petits devant, ça tient les duels, il y a des rotations et tout est compliqué. D'ailleurs, on voit le jeu offensif du Heat sur ce match-là. C'est délité, clairement. On est tellement loin. Pas le Heat de la conférence. Mais on est tellement loin de ce jeu où sans ballon, des pick and roll, des mains à main, ça ouvre, on flash, on pop, des passes évates. On trouve plus ça. Tout est très très dur pour le Heat. Et dès le début du match, ça a été dur pour le Heat offensivement. Domination intérieure des Lakers. Sur les 14 premiers points marqués par les Lakers, il y en a 12 dans la raquette. Il y a aussi 2 contres, 2 planches, l'une de Dwight Howard et une autre de LeBron James. En fait, dès les premières minutes du match, effectivement, on sent les Lakers rentrer dans la domination intérieure avec des lay-ups, avec des rebonds aussi offensifs, un peu de course aussi pour se lancer. Et puis voilà, on parle d'un rythme de croisière, c'est exactement ça. Les Lakers ont traversé ce match-là, allongés avec un cocktail à côté d'une piscine sur un yacht, tranquille. Ils n'ont jamais été inquiétés, il n'y a jamais eu de moments vraiment de creux, parfois dans les matchs. Il y a toujours des temps faibles, en fait, tout simplement. Et j'ai eu l'impression que les Lakers ont joué comme ça, avec leur rotation établie. Frank Vogel n'a même pas besoin de faire des tentatives. Alors, on a vu J.R. Smith rentrer, on n'a toujours pas compris. Il a fait un cadeau à un pote en faisant rentrer J.R. Smith. Il a fait entrer son fils, c'est comme les coachs de N3, des fois, tu sais, quand leur petit, le U21, là, évidemment pas le niveau pour jouer, mais qui dit, bon allez, mon fils, attends quand même, on va le faire entrer. Comme ça, maman, elle sera contente quand le fiston rentrera à la maison. Regardez quelques stats, là, 40% au tir
à 3 points pour Miami, 34 pour les Lakers. Et pourtant, il y a l'impression que les Lakers ont été très adroits. Ils ont mis pas mal de tirs dans ce match-là. D'ailleurs, à la fin de la première mi-temps, une stat tombe. C'est un record de l'histoire NBA avec 27 tentatives à 3 points. Aucune équipe n'avait tenté autant de tirs sur une mi-temps de filet NBA. Mais c'était la zone qui veut ça. Et oui, ça s'explique, ils font zone très tôt. Hein. Le 8 commence en homme à homme. Ils graillent énormément. Tyler Hero et Duncan Robinson, très compliqué quand même de pouvoir défendre en NBA. Dur, Alors, c'est dur, chez c'est dur. Tyler Hero, il va falloir qu'il y ait une vraie progression là-dessus, quand même, pour la suite de sa carrière. Et Duncan Robinson, pareil, à un moment donné, on a l'impression que entre pas pouvoir et tricher, des fois, la limite est un peu fine. Trop fine. Ouais, et trop donc, fine. des fois, on a eu l'impression quand même que nos amis n'ont pas voulu accepter le challenge défensif proposé par les Lakers, c'est qu'ils se sont dit non, c'est en attaque que ça va se passer, mais comme ça se passait pas en attaque, notamment pour Duncan Robinson, eh ben, du coup, tu as un point mort sur un terrain. Et ça a été un petit peu le cas de Duncan Robinson ce soir. On a vu cette action symptomatique de Rajon Rondo qui est sur une transition et en face à face sur une des lancers francs avec Tyler Hero. Il n'envoie pas le move de l'histoire. Hein. Il le passe, mais facile, Tyler Hero. Vas-y, passe mon pote, hein, Ah oui, t'inquiète. mais à un moment donné, il vient jouer un passage en force sur LeBron James. Duncan Robinson en deuxième mi-temps, et au lieu de venir faire don de son corps, être prêt de prendre la charge, il vient un peu comme ça, épaule, j'y vais, mais sans vouloir. Bon voilà, là-dessus, il va falloir quand même vraiment progresser. Mais c'est bien quelque part pour eux aussi, parce qu'ils voient face aux meilleurs joueurs et aux meilleurs moments de la saison, ce qui reste encore à faire pour faire partie d'une équipe qui, pour peut-être potentiellement un jour champion NBA. Mais donc voilà, là-dessus, ça a été trop dur. Ils sont passés en zone, donc forcément, les Lakers ont shooté beaucoup. Il y a eu un petit trou d'air sur le milieu de troisième quart-temps, fin de troisième quart-temps en adresse, mais sur la première mi-temps, une attaque de zone parfaite. J'imagine qu'on va revenir dessus sur Tom. Absolument. Et puis une très belle adresse de tous. La rentrée de Rajon Rondo, notamment sur l'attaque de zone. Alors déjà que c'était pas trop mal, là, elle a tout illuminé, le trio, même le quatuor, je vais te dire, Caruso, Rondo, LeBron James, Anthony Davis. Ils ont régalé sur la zone. C'est incroyable. J'espère que Brad Stevens était devant sa télé parce que voilà, tonton, comment on attaque une zone. Absolument. C'est vrai que, bon, on le dit très souvent ici avec vous, mais on ne voit jamais d'équipe faire 40 minutes de zone. Là, aujourd'hui, sur 48 minutes, il y a eu 40 minutes de zone et on se posait la question de comment les Lakers allaient attaquer, même si on sait qu'ils ont les joueurs très intelligents, on l'a dit pendant la preview, les joueurs aussi qui sont capables de couper dans le dos des défenseurs avec Caruso et avec Anthony Davis. Ils nous ont bluffés. Sur les premières minutes, avec LeBron James qui venait souvent en poste haut, avec Rondo qui jouait meneur, ça permet aussi, Rondo à ce niveau-là, permet à LeBron de pas du tout jouer meneur. Et on en parlait un peu sur les fins de carton. On comprend pas pourquoi LeBron se remet à faire du tricotage de meneur de jeu à 2 balles, alors qu'il est tellement efficace dans ce rôle de poste 4 avec Anthony Davis qui joue à l'intérieur. Ils alternent avec Anthony Davis et LeBron James, où il y en a un qui vient donc forcément au niveau des lancers francs ou un petit peu plus bas entre les deux lignes, ou l'autre qui joue la ligne de fond. Et ça, on n'a pas arrêté de le dire dans l'analyse, notamment dans la finale de conférence à l'Est. L'utilisation de cette ligne de fond. Alors ce soir, c'est vrai qu'il n'y a pas Adebayo, qui lui est un maître dans ce fait de jouer gardien de but. Mais notamment quand tu fais 3-2, celui qui est en bas, le numéro 2 qui est en bas, s'il suit trop haut, il y a souci. Mais donc du coup, c'est dur de se passer les joueurs. Et donc forcément, quand tu arrives à mettre le ballon là, ben, si sur la ligne de fond, tu as aussi un danger, en plus si c'est LeBron James ou Anthony Davis, ben c'est très compliqué. On doit se passer des joueurs, mais forcément à un moment donné, il y a un décalage. Et quand tu as Rondo, balle en main, LeBron James qui se place dans les bons espaces, et derrière Anthony Davis qui est dans les bons espaces, sachant que Caruso, il est toujours plutôt bien placé aussi, et ben là, ça devient un casse-tête, et ils ont fait exploser cette zone. Il y a une action qu'on a remarquée tous, c'est Rajon Rondo qui va trouver LeBron sur une petite remontée au poste haut, et LeBron, hop, une petite passe volée pour Anthony Davis qui va mettre un dunk. C'est l'action parfaite pour illustrer comment battre une zone. Ils ont été très forts, mais ils ont mis dedans aussi. J'ai Caruso en première mi-temps qui met 2 belles filoches. On a évidemment Rajon Rondo qui est incroyable d'adresse. Il finit quand même le match à 16 points et 10 passes décisives avec des gros tirs. Il a 3 sur 4 au tir à 3 points, 5 sur 9 au tir au global. Il a rajouté à ça 4 rebonds en 26 minutes. Rajon Rondo tu voyages, est merveilleux. De toute manière, quand on parlait des quelques doutes qu'on avait sur les Lakers, même avant l'arrêt de la saison, on se posait la question justement du playmaking sur les postes de meneur derrière LeBron James, en fait. Et moi, Rondo, à ce niveau-là... En cours de saison, quand Rondo n'était pas au niveau,
t'es le premier à dire, il faut qu'il trouve un deuxième playmaker, mec, pour faire un playmaker derrière LeBron. Ouais. Et ben finalement, il l'avait dans leur effectif. C'est juste qu'il a attendu le meilleur moment. Et alors là, il rajoute de l'adresse et aussi pas mal d'agressivité. Il va chercher des fautes, il tente des trucs. Rajon Rondo est très 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 fort. Il sera évidemment dans les tops de ce match. On avance un peu. On se retrouve quand même à la mi-temps alors que après un deuxième quart-temps remporté 39-31. Par les Lakers, c'est quand on a fait cette preview à minute tout à l'heure. Moi, je disais que j'avais envie de voir le Heat faire un match un peu dirty, voilà, casser un peu le rythme et tout ça. Quand tu encaisses 39 points dans un quart-temps, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc chez lui qui me gêne dans cette première mi-temps, c'est que Banquet, ils font cette zone-là. Et moi, j'avais dit dans la preview qu'il fallait qu'Eric Spoelstra fasse un choix. Et je trouve qu'il a bien fait, même après, malgré la défaite, je trouve qu'il a bien fait de faire 40, voire plus, 40 minutes de zone. Aujourd'hui, en homme à homme, il n'aurait pas pu exister. On a parlé des problèmes de Robinson et de Herro sur la zone. J'imagine même pas sur une homme à homme. Ils ont été ciblés comme jamais. Par contre, sur cette première mi-temps, personne ne sort vraiment du lot. J'ai pas senti, j'ai senti qu'il n'y croyait. J'ai pas senti le Heat qui y croyait. Et même à l'image de Jimmy Butler, qui s'est. Alors certes, il fait un match au niveau des stats très bon, mais qui s'est presque trop mué en passeur. Il s'est un peu pris pour Magic Johnson, alors que je pense qu'à un moment donné, ils auraient eu besoin d'un Jimmy Butler, quoi. C'est-à-dire marquer des points, prendre un peu plus le jeu à son compte. On a parfois tombé dans un excès de collectif et comme c'était parfaitement défendu, ça a été compliqué. Alors oui, on voit des stats, il est monstrueux Jimmy Butler, mais notamment sur la fin du match, j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus les choses à son compte. Il est un peu tombé dans ce truc de je veux faire la passe. C'était un peu étonnant, mais c'est vrai que Jimmy Butler est un joueur formidable en pénétration, capable sur du post-up d'envoyer fade-away sur fade-away, capable aussi d'envoyer des tirs à 3 points. Mais il fait beaucoup de passes dès le début, il finit à 13 passes décisives, ce qui est un chiffre très bien, mais très souvent, il ne bat pas son vis-à-vis, il se retrouve à 3 mètres du panier, bien défendu par son défenseur qui a tenu son duel, et derrière, il y a cette passe à un moment avec LeBron qui arrive au contre et qui récupère, c'est pas Jimmy Butler ça. Non, il a fait des choses qui ne sont pas Jimmy Butler, t'as raison. Et j'ai même cru qu'à un moment donné, par rapport à sa entorse du premier match, qu'il n'était pas à 100%. Et quand je le vois mettre un drive et qu'il met enfin ce dunk de pied de main, là, je me dis, mais pourquoi il n'est pas plus agressif que ça? Et notamment, pour revenir sur la globalité de la première mi-temps, je les ai trouvés pas assez agressifs, beaucoup trop sur le tir extérieur, sur le tir à mi-distance, mais pas assez. Ils sont pas rentrés dans la gueule des Lakers. Et honnêtement, quand il manque 2 joueurs comme ça, et c'est Jimmy Butler qui, pour le coup, doit avoir ce rôle-là de leur dire moi, je vais leur rentrer dans la gueule, je vais les provoquer sur la ligne. Mais je l'ai trouvé, justement, trop aller chercher la passe. Alors, j'aurais peut-être eu besoin d'un Jimmy Butler, pas à 25 et 13, mais plutôt à 35 et 6 ou 7. Passe décisive. Il finit quand même à 11 sur 12 sur une des lancers francs, donc il est sur la ligne. D'ailleurs, à un moment, Polo on faisait des petits jeux. À combien de points est Jimmy Butler? On a tous dit 11, 12, 13 max. Il était déjà à 19. Et on se dit, ah ouais, déjà à 19 points, c'est incroyable. Et puis, sachant qu'il était déjà à 10 passes décisives, à ce moment-là. Il y a un truc aussi qui est important, c'est que dans le déroulé du match, ils sont toujours en zone. Et il y a énormément d'actions où ils font des stops. Les Lakers ratent entre 8 et 10 paniers d'affilée. Et le Heat a cette espèce de simili-chance de recoller sous les 10 points, à 6-7 points, donc à portée de fusil. Et en fait, on se retrouve avec un basket d'attaque catastrophique où il est unique pour des tirs à 2 mètres de ligne à 3 points. Moi, c'est ma frustration de ce match-là, je te le cache pas. Et honnêtement, s'ils avaient pris un blowout, j'aurais presque dit c'est normal. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que, certes, les Lakers ont été plus forts, mais que le Heat, à un moment donné, la mini-chance qu'ils auraient peut-être pu avoir, parce qu'ils sont dans le match, fin du 3e quart-temps, ils sont à moins 10, on est là, on se regarde, on se dit, putain, il reste 12 minutes. Frère. Ils peuvent le faire, en fait. Frère, vas-y, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Vas-y. Première possession du 4e quart-temps, LeBron, un dribble layup. Mais vous foutez de ma gueule. J'ai pas compris tout le match. Et après, on a une succession de possessions, mais il doit y avoir 8, 9, peut-être 10 possessions où ils peuvent passer sous la barre des 10 points, qui dans le basket est toujours psychologiquement importante. C'était quand il y avait 101, 111, voilà. Exactement. 101, 111. Et à un moment donné, et en fait, là-dessus, ils font n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'on voit Kelly Olynyk en bout de chaîne prendre des tirs à 3 points, c'est improbable. Parfois qu'elle se croûte, mais parfois des idées comme ça aussi. Mais derrière, on voit Jimmy Butler justement qui est là, ils vont chercher des Steiger à se faire 3-4 passes alors qu'ils sont coupés, alors que la défense est forte. Mais c'est là. Et qu'est-ce que tu fais? C'est là où j'ai perdu un peu Jimmy Butler. Il y a une action où il est en face avec Caruso, enfin, après 10 actions, il le joue même pas, il va chercher une passe un peu galère. Et ça finit avec un tir casse-croûte encore. Donc j'ai pas compris. Tyler Herro, pareil. C'était ou Tyler Herro pour moi, Jimmy Butler à le faire. Tyler Herro,
dribblaient, mais prenaient des tirs un peu compliqués à mi-distance, sans vraiment aller provoquer les défenseurs. Jimmy Butler, trop dans la passe. Je te dis, le post-up sur Caruso, pour moi, c'est... On hurle, on dit, mais voilà, joue-le maintenant, va au moins sur la ligne. Non, non, il est parti. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'il se contentait de ne pas avoir pris une branlée. Et honnêtement, je suis encore très frustré que le Heat n'ait pas pu à un moment donné. Je pense qu'il y avait une petite fenêtre pour essayer de faire douter ces Lakers qui étaient en confiance, et ils l'ont pas fait. Et je te rejoins complètement, c'est notre frustration, c'est-à-dire que tu parles de fenêtre, ils ne se sont pas offerts la chance d'un money time. Et dans un money time, ils sont capables d'eux, on l'a vu tout au long des playoffs. Mais ils y ont pas cru. Ils y ont pas cru. Donc, et c'est un constat que tout le monde fait. Là, on regarde dans le chat. On a tous eu l'impression que le Heat était pas trop loin, peut-être. On le dit, 111, tu mets une filoche, ça te met un momentum, tu fais un stop derrière, pourquoi pas. Et ben non, à ce moment-là, et c'était juste après la grosse crise d'Anthony Davis, où on pensait d'ailleurs que c'était complètement fini et qu'il y avait 20 points d'écart. En fait, non. Il y avait 11, 12, 13 points, tu étais encore dans le match. J'ai eu aussi l'impression que comme ils sont dominés, en fait, tu vois, c'est la résultante du fait d'être dominés. Aussi. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires, physiques peut-être, pour revenir. Et là, c'est vrai que nous, dans nos fauteuils, on a cette impression peut-être, mais, Oui. mais quelque part, si le Heat ne prend pas d'énormes trous d'air à plus 25, comme ça s'est passé sur le premier match, où c'est monté à plus de 30 points d'écart, c'est peut-être aussi qu'ils y laissent énormément de plumes, parce qu'on les a vus quand même lutter tout le match, lutter pour simplement un rebond. On les a vus en souffrance, complètement. même sur des lancers francs, où ils étaient en défense. Même pour récupérer un rebond défensif sur un lancer franc, c'était la croix et la bannière. LeBron et Anthony Davis, il y avait toujours des mains, des machins, des trucs. C'était la croix et la bannière. Et quelque part, je pense qu'ils ont peut-être laissé un petit peu d'influx, mais en tout cas, visuellement, de l'extérieur, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, il y a eu 2-3 minutes, si ça tombe un peu dedans, et s'ils nous ont habitués aussi à ça pendant tous les playoffs, on s'est dit, bah, ça peut le faire. Mais en fait, si près, si loin, comme on aime à dire. Et je crois qu'aussi l'intensité défensive qu'a mis la défense des Lakers sur lui, on l'a vu, 2-3 palettes, notamment nos amis d'ESPN, les KCP, tout ça, ils ont touché toujours en premier. Taylor Hero, Duncan Robinson, Butler, ils ont toujours touché tous les écrans. Hop, je suis en premier, je l'ai vu, je te touche en premier. Et ça, c'est fatigant. Et c'est vrai que dans les dernières minutes, ils font un match vaillant, mais ils n'ont pas réussi à forcer un petit peu plus le naturel. Après, Duncan Robinson essaie de le faire, il a été ridicule en prenant des tirs à 3 points qui n'étaient pas les siens. Après, on revient aussi aux absents. C'est sûr que quand tu manques de talent, parce que Goran Dragic, dans ces moments à 10 points d'écart, aurait sûrement fait la différence. Bam Adebayo, pourquoi pas sur un rebond offensif, sur des détails qui te permettent physiquement et dans la tête de revenir à niveau. Et malheureusement, il faut donner énormément de crédit aux Lakers pour ça, ils arrivent toujours à être dans leur rythme. C'est important de parler de ça. Ils sont jamais inquiets, ils font leur truc, ça revient pas. Ils vont continuer à défendre, parce qu'on le dit vraiment, mais les extérieurs ne tiennent les duels. Les grands sont dans l'aide et dans l'intimidation. Bah ouais, c'est une défense en place. C'est compliqué de les bouger et c'est compliqué de gagner un match contre les Lakers en ce moment en play-off. Bah voilà. Surtout si tu n'arrives pas à les bousculer, quoi. Kelly Olynyk a tenté un petit peu de le faire avec. Il a tenté. Trop peu. Trop peu. Mais pas. Oui, c'est pas assez, quoi. Il a manqué de soutien. Je suis curieux que Myles Leonard ne soit pas là un petit peu plus sur lui. On a même vu Salomon Hill rentrer quelques secondes. Myles Leonard, pour moi, fait une entame pas dégueulasse. On sait qu'en plus, lui, il est capable de mettre des petites filoches. Il n'a pas peur de les prendre. Il n'a pas joué depuis 8 mois. Début de match, il rentre 3 points. On voit qu'il est gaillard, il met du bois, il est costaud. Ça donne envie de le voir avec Bam Adebayo qui revient, quoi. J'ai envie de les voir tous ensemble. Ouais, alors après, il fait des choix de rotation. Mais là, c'est vrai que pour le coup, sans Bam Adebayo, il aurait peut-être mérité un petit peu plus de minutes, l'ancien d'Illinois. Bon, écoute, maintenant voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis frustré que le Heat n'ait pas réussi à faire douter un petit peu plus le Heat. Et ce post-up sur Caruso, pour moi, c'est ce qui symbolise ce Heat pas du tout inspiré en attaque. On n'a tellement pas l'habitude de voir un Heat aussi brouillon en attaque. En tout cas, il n'y aura pas de money time dans ce match-là. Ça finit en marchant tranquille avec 10 points d'écart. Les Lakers ont fait le job. On va parler évidemment de l'homme du match, Anthony Davis. Enfin, l'homme du match. Quand je vois les stats de LeBron à 33-9-9, on peut se poser la question de qui d'ailleurs, à cause de ces conneries, LeBron est le meilleur marqueur du match. Et je sais que ça baisse pas mal de mecs qui ont parié victoire des Lakers et Anthony Davis, meilleur marqueur du match. Parlons d'Anthony Davis qui, à un moment donné, est fantastique. Alors, je dis à un moment donné, mais en première mi-temps, déjà, il n'a raté qu'un tir. Et à un moment, il est à 14 sur 15, à 30 points marqués, 14 sur 15 au tir. Et on ne voit que lui sur des jab step, type tir, filoche, tir à 3 points dans le corner et 3 rebonds offensifs d'affilée. Alors, sans dire c'est le GOAT, c'est le machin, mais en tout cas, c'est le joueur ultra dominant qu'on aime, quoi. Non, mais là, il a été fantastique, honnêtement. Il
fait un bon début de match, il fait une très bonne première mi-temps, très solide. Il leur fait tellement mal au rebond, qu'est-ce qu'il leur impose une pression incroyable. Et puis il a ce coup de chaud terrible en troisième quart-temps, où, comme tu le dis, Crowder est sur lui, et il va le jouer même pas sur du post-up, il le joue comme tu le dis, sur de l'effacé, sur du jab step, et il met des filoches, il met 4 paniers, il n'y a pas une fois que ça touche le cercle. Et là, il est sur la lune, et c'est là qu'on se rend compte que on découvre quelque part le Anthony Davis très fort à très haut niveau. Et ça fait longtemps qu'on l'attend, je le dis tout le temps, mais c'est un joueur qui était prévu pour être à ce niveau-là. Et honnêtement, il n'est pas décevant. Ça fait deux matchs de finale NBA, 2 matchs où il répond plus que présent. C'est presque alors ça fait presque déjà un débat. Est-ce que c'est pas déjà le meilleur joueur de ces finales? On va en parler. On va en parler évidemment. Quand même, il est maestro aussi. On va en parler d'ailleurs. Dites-nous dans les commentaires, puisque je voyais, c'est quoi le mieux entre 33, 9-9 et 32 et 14. En fait, il y a un truc qui est étonnant. On voit les stats incroyables de LeBron et on rajoute 0 balle perdue pour LeBron. Donc c'est une stat primordiale pour tout ça. Mais en fait, il y a la différence entre les deux, c'est qu'Anthony Davis, on le voit. C'est-à-dire qu'il a son coup de chaud, tu vois, on voit tous les highlights sur Twitter, on parle que de lui. LeBron, il fait son match, j'ai l'impression qu'il est en train de marcher. Il fait un match normal, LeBron, et il finit à 33-9-9. Tu vois, la perception, elle est quand même étonnante, alors qu'il est trop fort, j'en avais absolument rien. Mais il fait un match normal. Bah, sur l'attaque de zone, la relation quand il se trouvait avec Rondo, il y a des gens qui disaient tout à l'heure dans les commentaires, il fait que LeBron, même sans marquer des points, on sent son influence sur le jeu, clair, bien sûr, qui est terrible. Ce qui est peut-être pas encore le cas, ou peut-être moins d'Anthony Davis. Mais il a été adroit ce soir en plus. Il met quelques tirs. Je veux dire ça, il est à 3 sur 8 au tir à 3 points. Il met quelques tirs extérieurs. Et puis je le trouve d'une justesse. Et puis on a l'impression qu'il est, alors qu'il est quand même déjà plus sur la fin que sur le début, on a l'impression qu'il est, voilà, qu'il connaît parfaitement la chanson des finales NBA, qu'il est là, qui panique jamais, qui met la balle où il faut. 0 ballon perdu, c'est une stat incroyable. 33-9-9, il frôle un triple-double de mammouth. Il implique tout le monde, il est leader. On a l'impression que rien ne peut lui arriver. Mais en fait, la différence entre les deux, c'est que Anthony Davis a ce coup de chaud, et donc tu regardes les stats. LeBron, en fait, jusqu'à la fin du match, je me rends pas compte qu'il est à 30 points dans ce match. Tellement il le passe tranquille. Ouais. Il met plein de petits lay-ups, des petites passes D. On a une belle de KCP à un moment où il prend la position sur Nunn. Il a plein de petits moments comme ça, il met des tirs à la fin et tout. Mais j'ai pas l'impression qu'il met 30 points, parce qu'il ne force jamais. Eh ben regarde. Parce qu'il est jamais non plus mis en struggle, mais ça marche pour Anthony Davis. Ils sont en train de survoler la finale tous les deux. Bah là, après, je pense que l'attaque de zone, c'est vrai que du coup, t'es moins dans les duels. Ouais. Et là-dessus, ben, c'est un mec, ben, là, je te dis, on l'avait dit avec Nico mardi dans la preview des finales, est-ce que faire zone contre les Lakers, quand tu as Rondo et LeBron sur le terrain, c'est peut-être pas la pire. Ils vont se régaler, ils se régalent. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, j'en veux même pas à Miami, qui pour moi n'avait pas d'autre choix que de faire la zone. Parce que moi, tu veux jouer avec Duncan et Tyler Hero. Duncan Robinson, faut que j'arrête de l'appeler Duncan comme si c'était mon pote, c'est son prénom. Mais là, oui, c'est trop. Là, il connaît trop le basket, c'est trop. Ils ont été fantastiques. Hein. Oui. Moi, ils m'ont bluffé. Hein. Voilà comment on attaque une attaque de zone. Voilà, basta. Il n'y a pas à bégayer, il y a pas. On sait combien c'est difficile. On sait que par exemple avec l'équipe de France, dans les compétitions, dans les grandes compétitions, pendant très longtemps, on s'est caché les dents. Rappelons qu'en FIBA, les terrains sont plus petits. Absolument. Mais souvent, tu sais, avec l'équipe de France, on disait il faut absolument un shooter dans cette équipe, sinon on ne pourra jamais passer. Mais là, aujourd'hui, pas mal de shooters ont mis à côté. On va en parler. Hein. Il y a Mister Bricas, Danny Green, qui nous a régalé pendant tout le match. Mais en fait, l'attaque de zone, elle ne s'attaque pas avec des tirs à 3 points. Même s'ils en ont pris beaucoup. Elle s'attaque avec de la lecture et de l'entre-deux. Surtout, alors après l'adresse, évidemment, qu'elle valide tout ça, mais c'est d'abord les placements entre les lignes, la ligne de fond, le short corner, tout ça. C'est des spots, ce qu'on appelle des spots archi importants. Et quand tu les occupes, déjà, bah, tu causes des problèmes. Et en plus, quand ils sont occupés par les meilleurs joueurs de la planète, ça rend la tâche encore plus compliquée. En plus, tu enlèves Bam Adebayo, qui était plutôt un très bon goalkeeper, qui arrive bien à lire tout ça. Mais on se souvient que Boston, déjà, le peu de fois, ils avaient réussi avec Daniel Tice et Marcus Smart à jouer ça, ce truc intermédiaire entre les deux lignes, plus la ligne de fond, ils avaient causé un peu des problèmes à Adebayo. J'imagine que quand c'est LeBron James et Anthony Davis et qu'il n'y a pas Adebayo, ben la zone, ils l'ont fait exploser. Et encore, heureusement que Danny Green, il joue à 2,5 grammes avec 3 calvas dans la gueule, parce que sinon, là, pour le coup, il y aurait pu avoir un vrai écart. Absolument. On va continuer sur le match avant de faire ce petit débat, LeBron ou Anthony Davis pour le titre de MVP. On va aller sur les tops, regarder qui on a choisi et ceux qu'on a choisis, parce qu'il n'y a pas que des joueurs. Les superstars sont donc au rendez-vous. Et ça, je pense que c'est le grand top pour les Lakers. Donc, c'est Davis, LeBron, les superstars au rendez-vous. Rajon Rondo me bluffe, moi, en fait.
Tu sais, vraiment, il fait 16 et 10. Putain, et avec des énormes filoches. Alors, peut-être que maintenant, on a compris qu'il était capable de mettre dedans dans cette bulle. Il va falloir arrêter de le laisser tirer les pieds dans le ciment. Non, mais là, une fois de plus, moi, le deuxième 3 points qu'il met, d'ailleurs, qui fait mal, qui fait très mal, parce que c'est encore une possession où ils peuvent passer sous les 10 points, c'est Duncan Robinson sur un close-out qui vient. Qui est entre deux. Qui a 1m50 de lui, qui met même pas le bras, qui veut pas monter d'un pas pour l'obliger à driver au moins, pour essayer de faire une passe en plus. Bon voilà quoi, après lui là-dessus, oui, maintenant on a compris qu'effectivement sur les retours de passes ouverts, il était dans une bonne période. Il va peut-être falloir aller chercher un peu plus les mecs, les obliger à faire autre chose que simplement attraper, tirer. Ces joueurs de ces niveaux-là, c'est beaucoup trop facile pour eux. Absolument. Le troisième top de ce match-là, pour nous, c'est les Lakers, encore une fois, et surtout l'attaque de zone. On a des maestros, ils l'ont prouvé ce soir. Ah oui. Les grands joueurs de basket se régalent sur la zone. Ça, on le dit tout le temps. C'est difficile pour les mauvais joueurs de basket. Mais là, que ce soit FIBA ou NBA, là, tu peux la mettre dans toutes les écoles de basket. C'est un récital qu'ils ont fait. L'occupation des espaces, le timing, le tempo, les décalages, l'alternance entre passe et fixation. Et puis, il y a eu des grands tirs ouverts. Alors, certains ont mis plus que d'autres dedans. Ouais. En tout cas, il y a eu énormément de situations parfaitement amené par le mouvement du ballon et par la fixation de certains joueurs. Et ajouter avec ça, toujours les rebonds offensifs. Les Lakers ont pris 16 rebonds offensifs, pas mal pour 8 pour Anthony Davis. 8 rebonds offensifs, il prend seulement 6 rebonds défensifs. Il aura fait un mal. Il les a démontés. Il aura fait un mal terrible. Mais c'était prévu, on en a parlé. Hein. On en a parlé mercredi soir, on a dit, s'ils font de la zone, ils vont être dans la merde parce que c'est très difficile de faire des box-out sur des joueurs qui partent de loin, personne ne s'occupe vraiment de personne. Ça a été dur ça fait mal au cœur. De nettoyer le cercle pour le 8. Ils ont dû, chaque fois, il y avait un mec qui mettait une main, le ballon rebondissait sur le cercle, la planche, fallait 3 mecs, des écrans de retard. Quand t'arrivais à les prendre. Non, ils ont beaucoup trop souffert là-dessus. Et quand tu souffres autant pour protéger ton cercle, après c'est compliqué de jouer au basket. Allons sur les flops. Je vois quelques-uns dans le chat là, qui commencent à popper. Alors allons-y. Attends, il y a grand-père. Allons sur les nôtres. Duncan Robinson, les rebonds au sens très large du terme. Et donc Danny Green. Il y avait grand-père Daiki Lou qui disait flop Duncan Robinson, la défense de zone. Et Eric Spoelstra. Alors on va aussi parler d'Eric Spoelstra avec grand plaisir. Commençons par Duncan Robinson, Erwan. On adore l'histoire du mec, on n'arrête pas de la répéter. Les ricains, les premiers, ils n'arrêtent pas de nous dire hey, from D3 to NBA. D'accord, mais à un moment donné, quand tonton, il est défendu au contact avec des athlètes, qu'il ne met pas dedans, que les mecs sont vraiment dans ses chaussettes, on ne donne plus d'aide, il peut plus faire grand-chose sur un autre terrain de basket. Après, loin de moi l'idée de le condamner. Non, bah absolument pas. Il découvre un petit peu ce niveau, il prend une grande porte dans la gueule. Ça le rendra certainement plus fort. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce soir, ça fait 2 matchs. Et pour l'instant, les finales NBA, mais c'est pas grave hein, en soi. C'est peut-être grave pour lui à l'instant T. Et pour la suite, on sait qu'on connaît son profil de shooter pur. Ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, là, l'intensité d'une finale NBA avec des Lakers comme ça, c'est pas pour lui. Il est trop dans la hiérarchie aujourd'hui, avec surtout les absents. C'est difficile. Et le problème de Duncan Robinson, surtout, c'est que s'il ne met pas de tir, en fait, il sert plus à grand-chose. C'est d'une tristesse inouïe. Et j'ai pas eu de tirer dessus, mais c'est juste un constat. C'est la réalité. Que s'il ne met pas des tirs à 3 points, il fait pas de passes décisives, il va pas sur la ligne des lancers francs, il défend pas, il prend pas de rebond. Ça fait beaucoup. Alors là, il fait 4 passes D, mais oui, bon. c'est difficile. Et puis surtout, je sais plus ce que je voulais dire. Tant pis. C'est pas grave. Non, mais surtout, voilà, ce soir, ça faisait partie des mecs où j'aurais aimé qu'ils prennent un coup de chaud. Tu vois, je me dis, c'est ce genre de mec-là, il peut mettre 3-4 paniers à 3 points d'affilée dans un moment un peu important et amener un peu de feu. Bah, en fait, non, il a été éteint. Mais ça fait 2 matchs qu'il est vraiment éteint. Il a été éteint parce que la défense est incroyable. On revient sur nos flops, s'il vous plaît. Cher Polo, qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? On a mis Danny Green. C'est l'heure de parler de Danny Green. Les rebonds, on en a déjà parlé. Ils se sont fait démonter. C'était prévu, prévisible. Ça fait mal au cul, mais ils se sont fait démonter. Danny Green, il est dans un trou. Mais alors là, vraiment, si, il a fait mal au cœur. Les 3 tirs d'affilée à 3 points, là, à 45, je dis, mais attends, mais gros, t'es sérieux ou qu'est-ce qui se passe? Après, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Danny Green, c'est un gentil garçon. Il est quand même. Oh la vache. Il est quand même tombé chez les Spurs dans un collectif. Oh, et attends, il s'est imposé comme titulaire. Frère, très bien, bon défenseur, quand il s'y collait, très bien. Oui. Mettez dedans. Au bout d'un moment. L'année dernière, pareil, avec les Raptors. Oui, l'année dernière, pareil. Il suit Kawhi, il est au bon endroit au bon moment, très bien. Là, pareil, cette année, encore au bon endroit au bon moment. Il a fait monter les enchères comme pas possible. 15 millions à saison. Voilà, très bien. Qui profite de prendre tout ce qu'il a, de prendre une 3e bague, parce que je pense que c'est fini pour tonton. Il est cramoisi. Et moi, quand un shooter
défini comme les shooters, envoie autant de sauciflards, mais sur l'ensemble de la bulle d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il est. Moi, je suis voilà, c'est un joueur qui nous a plu avec les Spurs et tout, mais là, je le trouve vraiment au bout du rouleau. On est dithyrambique sur les Lakers à juste titre. Je trouve que notre ami fait un peu tâche. Quand on parle de Rondo, on parle. Même Kuzma ce soir est bon. Dwight Howard fait un super début de match. Lui, vraiment, il est en travers de chez travers. Alors, certains disent dans le chat, oui, il se fait une entorse au milieu du troisième Oui, il y a quart-temps. mal où, je sais pas, il fait Ouais. des tirs chelous, là, on n'a pas compris. De toute façon, il a des jambes comme ça, donc forcément déjà. Mais il se fait une entorse tout seul. Sur un drive, son pied se bloque sur le parquet et tout. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas besoin. Il continuera à être titulaire chez les Lakers parce qu'il n'y a pas besoin de. Mais honnêtement, aujourd'hui. Mais il y a un moment, quand il enchaîne des tirs grands ouverts, ratés, il en prend 3. il fait mal au cœur. Hein. Il aura Il a 3. un autre, il a un quatrième aussi dans un corner sur une grosse passe de Il LeBron. aura 3 ou 4 en moins d'une minute. Il a triste, 32% dans la bulle, le bon Dani. Mais en fait, alors c'est facile de tomber dessus aujourd'hui, il est 1 sur 8, il est catastrophique, mais c'est un espèce d'avis un peu général, c'est que si les Lakers devaient compter sur leur arrière titulaire, eh ben heureusement qu'ils en ont pas besoin, quoi, j'ai envie de te dire. Heureusement, quoi. Heureusement que tout le monde est très très fort dans l'équipe, parce que bon, Kata. Alors ce soir, KCP n'a pas été très bon dans l'adresse, il finit à 11 points, à 2 sur 11 au tir, mais KCP a été très bon ces derniers temps. KCP est dur, défend, amène de la course, il met un gros tir à la fin du match aussi. T'as l'impression quand même que quand il rate, bah, il va peut-être marquer, alors que Danny Green, on est même à se dire, putain, il va jamais le faire en fait. J'ai Duncan Robinson qui m'appelle, qui me dit que KCP a fait quand même un bon match, notamment défensivement, parce qu'il n'a pas pu toucher la balle, Duncan Robinson. Ouais, c'est clair. Mais KCP, défensivement, il se met Et c'est pour ça que j'ai un peu plus d'empathie pour KCP, qui certes rate des tirs aussi, mais il se met tellement des pelées défensives. Et je vous invite vraiment, si vous rematez le match, ou même sur les prochains matchs, loin du ballon, la guerre qu'impose KCP à Duncan Robinson ou Tyler Hero. Danny Green, il n'impose plus de guerre à grand monde. Donc, il fait partie quand même de la bonne défense collective des Lakers. Mais, on va pas lui enlever ça. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus d'empathie pour les tirs ratés de KCP que pour les grands ouverts de Danny Green. En tout cas, vous nous régalez dans le chat. Hein. Tout le monde défonce Danny Green. N'hésitez pas, on les lit en même temps et on se régale de lire vos petits commentaires sur l'ami Danny. On va arriver tranquillement sur notre petit débat. Enfin, un petit débat. La question que tout le monde se pose. Qui est le MVP de ces 2 premiers matchs de finale NBA? Est-ce que c'est LeBron, qui est presque en triple-double, je crois, sur les 2 premiers matchs? Je crois qu'il a 29, 11 rebonds et 29 points, 11 rebonds et 9 passes décisives. Ou notre ami Anthony Davis, qui lui est à plus de 30 points de moyenne. À qui tu le donnerais? Sachant qu'il reste des matchs, donc... C'est une très bonne question. Ça m'a un peu saoulé à pouvoir... J'ai eu peur après le match 1 quand ils ont fait jouer LeBron. Alors que le match était plié, je me suis dit, c'est pas beau, ça se voit qu'ils forcent un peu pour pas qu'Anthony Davis prenne trop d'avance. Ce soir, je trouve un LeBron James parfait, sans forcer, à 33-9-9. Et quelque part, quand les deux sont comme ça au niveau des stats, un peu ex-aequo, ben, l'influence naturelle de LeBron, elle est plus grande que celle d'Anthony Davis. Même si, LeBron, tu l'as dit, n'a pas eu de coup de chaud. Et le coup de chaud d'Anthony Davis, il marque un peu les esprits. Parce que vraiment, là, ce début de troisième quart-temps, on est là, on fait wow, c'est vrai, Mais 4 ou 5 de panique consécutif. C'est vraiment ces séquences-là où tu dois mettre des tirs, tu te mets les mains sur la tête, tu sautes de ton canapé. Donc c'est très compliqué pour l'instant, mais je dirais quand même avantage à Anthony Davis. Et je te rejoins, même si j'ai vu un co-MVP, ce serait parfait. Parce qu'en fait, ils sont co-MVP. Ça s'est jamais vu en finale. Il faut, je sais pas d'ailleurs si c'est possible, en vrai, si dans les textes, déjà on donne pas à un joueur de l'équipe perdante, à part Jerry West pour la première fois de l'histoire, mais pour la première fois on remettait ce trophée dans l'histoire. Mais c'est difficile quand même d'imaginer un co-MVP. Moi, je donnerais à Anthony Davis parce qu'il y a 2 matchs et que sur le match 1, l'homme du match, malgré tout, c'est Anthony Davis. Et aujourd'hui, disons qu'ils sont kiff-kiff. Donc ça donne un avantage à Anthony Davis. Et puis Anthony Davis, c'est lui qui fait l'écart. Anthony Davis fait mal sur un secteur où les Lakers doivent être dominants, le rebond. Et là-dessus, il appuie. Et la défense. Il appuie. Et la défense. Et donc là-dessus, il est vraiment très très fort. Ouais, aussi défensivement aussi, c'est un vrai bordel. Donc après, il lui manque quand même le seul mec en face à Adebayo qui aurait pu un peu le contrarier. Donc c'est aussi un peu frustrant. Mais bon, en tout cas, voilà. Les deux sont énormes et c'est surtout le plus important pour les Lakers. Bien sûr, les superstars sont au niveau. Super Bingus qui dit la question c'est qui est le plus valuable ou le plus dominant. Parce que plus valuable, admettons, c'est LeBron, c'est normal, le système de jeu est fait pour que, au vu de ses qualités, c'est lui qui brille.
Mais le plus dominant, pour le coup, j'ai l'impression que c'est Anthony Davis. Mais voilà, on est vraiment sur le chipotage, mais c'est ce qu'on aime. Mais c'est ce qu'on aime, le détail. Là, on parle de deux méga stars qui réussissent deux énormes matchs. Moi, quand même, la séquence de Anthony Davis, quand je le vois mettre 4 filoches d'affilée pour vraiment faire mal à la tête du 8 avec des tirs compliqués sur du face-up comme ça, au loin, à 3 points, un énorme rebond offensif pour aller remettre dedans. Enfin, ouah, tu te dis, ouh, mais en fait, là, on est peut-être en train de voir, à l'heure actuelle, le meilleur joueur au monde. Alors après, derrière, le problème, c'est que LeBron fait un truc. Tu fais, ah non, en fait, c'est LeBron. Donc, bref. Mais, ils sont donc deux dans la même équipe. Ouais, donc c'est assez incroyable. Mais je sais pas. Écoute, ce qui est bien, c'est qu'il reste au minimum encore 2 matchs. Mais peut-être qu'on aura le plus gros casse-tête de l'histoire pour décerner un titre de MVP des finales. Ouais, absolument. C'est ce que je souhaite, hein, évidemment, aux Lakers. Ce ne sera pas Danny Green, ça au moins là-dessus. Non, ou alors, je comprends plus rien. Ce serait le deuxième vol après celui de Dédé en 2015 pour les Warriors. Parlons un peu de Miami et du prochain match, parce que les Lakers ne vont faire aucun ajustement tant ils sont en mode cruise. C'est-à-dire qu'ils sont sur l'autoroute à 130, ils ont même pas le pied sur le frein, ils ont juste à toucher le volant, hein, donc tranquille. Ils n'ont pas besoin de faire le plein non plus, parce qu'ils ont déjà les petits triangles préparés par maman. Ouais, c'est clair. Du coup, côté Miami, qu'est-ce qu'on peut espérer? Déjà, le retour des joueurs. Honnêtement, il n'y a plus que ça à espérer. Tu vois, aujourd'hui, là, en faisant plus de 40 minutes de zone, et quand je vois comment les Lakers ont attaqué la zone, honnêtement, aujourd'hui, il ne reste plus qu'à espérer le retour de Dragic et d'Adebayo pour espérer relancer la série en revenant à 2-1. Honnêtement, je vois plus. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Moi, je me dis que je les ai sentis très émoussés. Ouais, ils sont en dessous. Ils sont en dessous. C'est une moins bonne équipe à l'heure actuelle. C'est normal. Dès le premier match, on pouvait se dire ça. Maintenant, tu sais, ça me fait penser à. Alors tout à l'heure, je vous raconte un peu vite fait nos vies, mais on regardait Roland Garros et donc Stan Wawrinka jouait contre Hugo Gaston, bien sûr. Et donc Steph nous disait, vous verrez, Stan, quand il était en struggle, il y avait 2-7-1 pour le bon Gaston. Eh bien, il disait, vous allez voir, il va revenir, il vient de laisser ce jeu, il a perdu en faisant exprès pour reprendre l'avantage sur son service. Je pense que Miami doit se mettre un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'urgence, ils ont perdu là, ce match-là, ils pouvaient rien faire, mais ils peuvent faire un coup sur le match 3 et complètement relancer la série avec cette idée que la zone va les gêner. Alors, il faut que tout le monde soit là, il faut que Jimmy Butler change un peu son ADN et que ça y est, il redevienne un mec qui soit capable de mettre 35 points. Mais ils ont peut-être un peu d'espoir à y chercher. Tu vois, après, quand il y a 2-0, en général, tu vas au bout, mais t'es capable d'aller chercher, pourquoi pas, au moins un money time et pourquoi pas changer la série. J'ai l'impression que le Heat, par sa qualité de jeu sur tous ses playoffs, était sous une bonne étoile. Honnêtement, depuis que les finales ont commencé, j'ai l'impression qu'ils sont face déjà à une équipe à la base meilleure que le Heat, et en plus que les planètes ne sont plus alignées pour le Heat. Entre les blessures et le reste, je te dis, ce soir, quand je les ai vus struggle défensivement, c'est-à-dire que même leur principe qui faisait la qualité, la première du Heat, c'est de bien jouer au basket, ben même ça, ils l'ont perdu. Et là, je me dis, quand tu as perdu ça, ça va être compliqué. Tu es mené 2-0, même si ce soir, tu perds que de 10 points, une dizaine de points, tu es quand même dominé les 97% du match. Pour moi, je te dis, revenir avec que Adebayo et Dragic reviennent et qu'ils nous sortent le match du quoi. Et compris fort pour eux, parce qu'aujourd'hui, ces Lakers-là, c'est un rouleau compresseur, et déjà au complet, ça va être compliqué. Je suis même pas sûr que les mecs vont revenir. Pour moi, aujourd'hui, j'y crois pas. Il y a I am Andy Newton qui dit, le Heat nous doit un barreau d'honneur. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Il faut qu'ils s'offrent un money time. Ils vont pas se faire sweeper avec 4 matchs où jamais ils sont en position de gagner. C'est pas. Enfin, en tout cas, on n'imaginait pas du tout cette série comme ça. Certainement pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est plus proche d'un Heat qui se fait sweeper que d'un Heat qui revient dans les finales. C'est la réalité au sortir de ce match 2. Les Lakers n'ont jamais été inquiétés pour l'instant dans ces playoffs. C'est très étonnant. Hein. Pas une seconde. Ils ont perdu 2 fois leur premier match, puis dès le match 2, ils ont mis le maillot noir, et puis hop, derrière, ça déroule. Enfin, ils nous font un sacré run pour l'instant. 4-1, si tu finis avec un 4-0, on n'est pas encore là. Mais on n'est pas 3 encore là. sur 4 on n'est pas séries. encore là, mais tu mènes 2-0. Le prochain match, on sait que 3-0, on va pas ressortir la stat qu'on connaît tous, c'est que tu reviens jamais. Ça veut dire que dès dimanche soir, les finales peuvent être pliées. Hein. 2-0, je crois que c'est 24-2. Et LeBron n'a jamais perdu. Il n'a jamais mené 2-0 aussi dans une finale. Ouais. Il n'a jamais mené 2-0 dans une finale. Et LeBron n'a jamais perdu une série quand il mène 2-0. Donc bon, déjà, il a déjà une main sur le trophée. Autant te dire que si dimanche soir, il gagne, je pense que mardi prochain, c'est terminé. Sweep ou pas sweep alors? Moi, je pense qu'on s'en rapproche dangereusement. Au vu des 2 premiers matchs,
au vu de la malchance quelque part aussi, au vu de la malchance du Heat, au vu de la domination des Lakers, moi je crois qu'on se rapproche gentiment, mais sûrement d'un sweep. On leur souhaite évidemment pas parce qu'ils ne méritent pas ça. Mais la réalité du sport, des fois, elle est cruelle. Et là, elle semble très cruelle pour le Heat. Polo, Tom, sweep ou pas sweep? Ils disent tous sweep et dans le chat, tout le monde dit sweep. Personne n'a beaucoup d'espoir pour truc. C'est vrai qu'on n'imagine pas les Lakers perdre un match en fait, au vu de ce qu'on a vu pour l'instant. Donc bon, moi je souhaite, j'avais mis 4-2 parce qu'on pensait que Miami allait quand même continuer à dérouler. Je pense qu'on ne se rendait pas compte combien les Lakers étaient forts défensivement. Ah, je te dis, hein, l'axe Rondo 1, LeBron en 4, Davis en 5. Ouais, c'est insoluble. Honnêtement, c'est... Dommage que les Clippers ne soient pas leur finale de conférence pour avoir peut-être une opposition un peu plus sympatoche. Tu nous mets une dernière fois, s'il te plaît, Polo, les commentaires pour qu'on finisse cette petite vidéo tous ensemble. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, comme toujours, on se donne rendez-vous donc dimanche soir à partir de minuit pour faire le 23h minuit. Je sais pas ce qu'on va faire, 23h minuit. À minuit, il y avait beaucoup de monde. Ce soir, donc on va peut-être faire minuit du coup. Comme ça, on a moins d'attente entre le match le live et notre match. Donc dimanche soir à partir de minuit, on se fera cette petite preview et puis on sera en direct dès la fin du match. D'ailleurs, le match est à 1h30, je crois. Oui, dimanche soir. Donc là, ce sera vers 4h plutôt que 6h20, parce qu'il est 6h20. Vous êtes complètement malade d'être aussi nombreux dans le chat. On est combien là? Malades mentaux. Je crois qu'on est plus de 1000, hein. Fais voir. On est 900. On est 900 à 6h20 du matin, un samedi matin. Vous êtes bien fous, les gars. Mes soldats sûrs. Ah ouais, ça c'est une belle armée. Donc on se retrouve dimanche soir pour le match 3 en espérant que Goran Dragic soit de retour, que Bam Adebayo soit de retour. Nous, il y a Daniel Green qui va sa mère sur la canebière. Très bien. Voilà, bravo. Je vous donnerai quelques bonnes adresses. Bravo Marcelino de Marcelino TV. Hein. Il y a Seb qui vient de se réveiller. Désolé si on t'a spoilé. Il y a 1-0 toujours dans la série. Il y a 1-0 dans la série et on espère que le Heat va gagner ce match 2. Merci Erwan. Merci Thomas. De rien, merci Polo. Très formel, hein, comme au revoir. Hein. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas à aller suivre Polo GB sur Instagram si vous avez des copines jolies qu'elle envoie. Qu'elle envoie, qu'il trie et qu'il envoie Tom. Terminé. Qu'il envoie à Tom. Il peut trier. Son cœur est désormais pris à Polo. Peut-être, mais justement. Il faut se rapatrier sur le petit homme. Donc c'est un homme neutre, capable de dire si oui ou non, et ensuite d'envoyer à ses copains les meilleurs profils disponibles. Et puis ensuite, si vous avez. C'est pas un bon passeur, Polo, tu le sais très bien. C'est pas un bon passeur. Allez, on s'arrête là-dessus. On vous embrasse, on vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve donc dimanche soir pour le match 3. Ciao. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!